Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 9h32, la CGT et Sudrail appellent à la grève le week-end prochain, 17-18 février, au milieu des vacances scolaires de la zone C, Île-de-France, et au début de celle de la zone A, Bordeaux-Lyon, Grenoble. Vous imaginez, Lyon, Grenoble, la région parisienne, ça va perturber évidemment le trafic des trains. Ce sont les contrôleurs qui sont appelés à la grève. Entre 70 et 90% des contrôleurs se seraient déclarés grévistes, disent les syndicats. Nous verrons bien. Les prévisions de la SNCF de circulation seront connues à 17h cet après-midi. Alors pour ouvrir le débat, nous avons avec nous Michel Kidor, qui est vice-présidente de la FNOT. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Dans un instant, va nous rejoindre Axel Persson, qui est conducteur de train, secrétaire général de la CGT Cheminots. Dites-moi, Michel Kidor, les prévisions de trafic, vous avez une idée un peu? Vous qui êtes, qui représentez les usagers, ça va donner quoi? Pas du tout, parce que on a des chiffres qui sont avancés, mais je rappelle quand même que s'il y a deux syndicats qui appellent à la grève, il y en a deux qui ne feront pas grève. Tout à fait. La CFDT et l'UNSA. Donc on ne peut pas savoir tant que tous les agents ne sont pas déclarés. C'est donc à partir de ce soir 17h que la SNCF, qui devrait d'ailleurs essayer de pouvoir nous donner des chiffres un peu avant, mais on ne connaîtra le plan de transport adapté qu'à partir de 17h ce soir. Pour ceux qui prennent le train, quelle que soit la destination ce week-end, doivent attendre en fin d'après-midi. Quand on a le plan de circulation à 17h le mercredi, est-ce qu'on peut s'attendre à de mauvaises surprises le week-end quand même si l'on voit que son train circule? Alors écoutez, non, les agents se déclarent pour donc ceux qui sont pas grévistes, à mon avis, continueront de travailler. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que on a 4 millions de voyageurs, grosso modo, qui vont être impactés par ça. Donc les gens, ce qu'il faut qu'ils fassent, ils vont avoir les yeux rivés sur leur téléphone portable, attendre le SMS de la SNCF qui va leur dire désolé, votre TGV est annulé. Donc tant pis. Annulé ou marche? Ou marche, et confirmé. La SNCF envoie des SMS. C'est la moindre des choses. Et c'est bien pour ça que nous, on bataille pour que ce plan de transport adapté soit connu un peu plus avant la veille à 17h, parce que c'est quand même un peu court, pour que les gens puissent éventuellement s'adapter, se retourner. Oui. Axel Persson, bonjour. Bonjour. Vous êtes conducteur de train, secrétaire général de la CGT, cheminot, Trappes et Rambouillet. Pourquoi choisir ce week-end? C'est déjà les contrôleurs qui ont choisi ce week-end. Oui, les contrôleurs qui ont choisi. C'est votre syndicat et Sudrail. Oui, mais sur la demande des contrôleurs, y compris des non-syndiqués qui ont demandé justement à ce que le conflit qui avait été entamé en décembre 2022, qui lui-même puise déjà ses racines sur des différends qui datent de 2021, c'est eux qui ont choisi et qui ont décidé de partir en action sur ce week-end-là, qui ne correspond pas forcément à un départ en vacances, mais à un chassé-croisé. Donc c'est le chassé-croisé de la deuxième semaine pour la région parisienne, parce qu'on va pas se mentir, s'ils ont choisi cette date-là, c'est tout simplement parce que c'est un week-end. C'est aussi le début des vacances de la zone A. Oui, la zone A, c'est pour ça que des chassés-croisés. On est en pleine vacances, quoi. Oui, c'est pour ça que je parlais du chassé-croisé du milieu des vacances. Et on va pas se mentir. Choix, quoi. Oui, on va pas se mentir. Les contrôleurs qui ont choisi ça ont ciblé Ils ont ciblé les vacances. Ils ont ciblé une période où les profits les plus importants, parmi les plus importants, sont générés par l'entreprise, puisque l'entreprise n'accède pas aux revendications. Leur réponse, c'est de dire, dans ce cas-là, on va pas générer vos profits et puis on va vous taper au portefeuille là où ça fait mal. Et c'est comme dans n'importe quelle grève en réalité, qu'on soit dans une raffinerie, qu'on soit dans une usine automobile, c'est un peu le même principe. La grève, pourquoi on fait grève? Certes, c'est pour se rassembler et dire qu'on n'est pas d'accord, mais c'est surtout pour arrêter la production, pour frapper l'employeur au portefeuille, tout simplement. Mais vous ne frappez que l'employeur ou vous frappez aussi les voyageurs? À ma connaissance, mais il faudra m'informer. Les consommateurs. À ma connaissance, usagers. je n'ai pas connaissance, en tout cas pour l'instant, mais vous me corrigerez peut-être, de cheminots futurs grévistes qui se sont mis à mettre des coups de poing à des voyageurs. Donc on ne frappera pas les voyageurs. Il ne s'agit pas de mettre des coups de poing, mais... Non, mais vous avez dit frapper, donc je comprends. Non, mais comprenez, j'ai compris. J'ai compris. Ce que je veux dire, oui, en effet, il y aura la conséquence. Sémantique. Tout à fait. Mais la conséquence de la grève, ce sera en effet qu'il y aura des voyageurs qui seront, y compris mes propres enfants d'ailleurs, y compris mes propres enfants qui ne pourront pas partir. En fait, il y a déjà aussi des conflits qui ont lieu en pleine semaine, et d'ailleurs il y en a eu un notamment le 1er décembre par exemple chez les aiguilleurs. Non, il y en a en permanence. Donc oui, là il va y en avoir de plus en plus en tout cas. Là pour l'instant on n'a pas en permanence, mais là il va y en avoir de plus en plus. Alors je regardais quand même depuis 1947, pas une seule année sans grève à la SNCF. C'est unique au monde ça. Ah non,
ça, c'est pas uniquement. Vous prenez n'importe quelle grande entreprise, vous prenez PSA, Renault, il y a des grèves au moins dans toutes les usines Renault. Il n'y a pas une seule année depuis 1947 où il n'y a pas eu de grève dans une usine Renault. Forcément, dans une entreprise d'une taille de 200 000 salariés, il n'y a pas une seule entreprise de cette taille-là qui ne connaît pas une grève au moins dans un atelier quelque part. Justement, la SNCF, c'est pas Renault ou Peugeot. Renault, Peugeot, ce sont des entreprises capitalistes où on frappe quand les ouvriers font grève, ils frappent le capitaliste au portefeuille et ça on le comprend. Là, vous faites grève pour enquiquiner, pour ne pas dire plus, 4 millions de voyageurs, pour des revendications dans lesquelles ils n'ont rien à voir, mais pour qu'ils servent de masse de manœuvre, pour créer une certaine impopularité, que vous escomptez peut-être qu'elle monte vers le gouvernement et que le gouvernement dise à l'SNCF, allez-y. Donc on est dans une instrumentalisation du voyageur qui est insupportable de la part d'une entreprise qui est justement la SNCF, c'est une grande entreprise nationale qui appartient à la nation et quand on a ce rôle important, qu'on transporte des millions de voyageurs par jour, on a des droits certainement et le droit de grève, pour nous, il est légitime, mais on peut pas faire n'importe quoi et il y a des devoirs qui s'imposent. Et c'est là où le bas blesse. Vous délégitimisez le droit de grève en abusant de manière scandaleuse pour pénaliser des voyageurs qui n'ont rien à voir là-dedans et qui sont déjà assez impactés par des trains en retard, les billets dont le prix n'arrête pas de monter, une qualité de service qui diminue, et par-dessus le marché, oui, vous êtes d'accord là-dessus, et par-dessus le marché, à chaque vacances de Noël ou vacances des chassés croisés du mois d'août ou de juillet, les Jeux Olympiques, vous avez déjà annoncé, bien sûr, mais vous êtes prêts. Non, mais ce que je ne comprends pas, vous êtes prêts pour les Jeux Olympiques, vous êtes prêts à la grève? Oui, alors la grève ne sera pas une fin en soi, mais il est évident qu'aujourd'hui, vu le climat social qui s'installe dans le pays, et pas qu'au chemin de fer en réalité, parce que ces discussions sur les Jeux Olympiques, bien sûr, elles ont lieu dans les entreprises de transport, mais vous regardez aussi, par exemple, dans les secteurs comme l'hôtellerie, y compris la restauration, dans certains endroits, où on sait que la charge de travail va augmenter dans ce contexte-là, que, y compris les salariés de plusieurs secteurs se posent la question de dire, mais en fait, ce qu'on voit, c'est que les profits dans les entreprises sont de plus en plus grands chaque année. Par exemple, la SNCF va encore battre le record l'année précédente qui était déjà un record. Mais c'est la SNCF, va faire 2 milliards d'euros de bénéfices. Hein. Ça, c'est l'année dernière. 2 milliards d'euros de bénéfices dans une entreprise qui a quand même 15 milliards de dettes encore qu'elle traîne. Oui. Donc on peut pas dire qu'une entreprise... Et que l'État soutient... Il n'y a pas un pactole. L'État a déjà repris 35 milliards de la dette de la SNCF, qui est énorme. Il reste encore 15 milliards peu ou prou. On peut pas dire qu'il y a un pactole avec de 2 milliards quand on a 15 milliards de dettes derrière soi. En fait, il faut qu'on distingue des choses parce que parfois on parle de dette et de profit. Mais je veux dire, une entreprise peut être très profitable, avoir des dettes. De la même manière qu'un foyer qui achète une maison peut s'endetter sur 25 ans, ça veut pas dire qu'il est en faillite. Enfin, je veux dire, il faut quand même sauf que c'est l'État qui éponge les dettes. Mais justement, non, justement, les dettes de la SNCF, déjà. Commençons par l'histoire, puisqu'on parle de la dette. La SNCF a été créée en 1938 pour absorber les dettes des compagnies privées de l'époque qui étaient en faillite. C'est pour ça que c'est la raison d'être de la SNCF, puisque les entreprises privées de l'époque étaient en faillite, elles étaient endettées. Et donc l'État elle n'a pas fait mieux que le privé. Le public. Justement, la SNCF a été créée pour absorber la dette. Donc c'était vous n'avez pas fait mieux que le public, que le privé. Elle a été créée justement pour pallier aux déficiences du privé de l'époque. Mais c'est même, vous regardez la motivation du décret. Vous n'avez pas fait mieux que le privé, je dis. C'était plutôt dans le sens que les entreprises privées, le patronat privé de l'époque, justement, disait que l'endettement leur semblait insoutenable à l'époque, c'était en 1930, dans les années 30, et il disait que malgré tout, ce secteur doit exister, donc on demande à l'État d'assumer en gros les coûts d'investissement sur le long terme, et c'est pour cette raison-là que la SNCF à l'époque a été créée, et à l'époque, je tiens à préciser, elle était à 51% détenue par l'État et 49% par des actionnaires privés, jusque dans les années 80. On l'oublie souvent, d'ailleurs. Donc c'était. Et là, aujourd'hui, de toute façon, la SNCF, c'est des sociétés anonymes, il y en a 5 différentes qui fonctionnent selon n'importe quelle règle du droit privé. Il faut rappeler, là, on parle de la SNCF, des cheminots, c'est une corporation très respectable que nous respectons, nous, et d'ailleurs, on a des combats communs avec vous sur un certain nombre de sujets, mais enfin, c'est pas la SNCF qui se met en grève, c'est une petite catégorie, quelques milliers de contrôleurs qui vont pourrir la vie de 4 millions de voyageurs avec entre 50 et 80% de trains annulés, et ça, c'est une grève tombante. Et il que les contrôleurs ont été augmentés de 500 € en 2 ans, ces 2 dernières années. Oui, non, mais c'est vrai ou pas on est dans une attitude qui est maximaliste. Si, c'est vrai. Non, mais c'est pas vrai. De toute façon, c'est pas vrai. Pour les voyageurs qui nous écoutent, c'est vrai. Pour les voyageurs qui nous écoutent, vérifier. Pour les voyageurs qui nous écoutent, ceux qui vous disent ces chiffres-là, ce sont les mêmes qui vont vous annoncer que le taux de régularité sur la ligne B est de 90%. Après, chaque voyageur, c'est les mêmes personnes. Les contrôleurs ont été augmentés de 500 € ces 2 dernières années. Bien sûr que non. Et d'ailleurs, justement, quand Monsieur le président de la SNCF a annoncé ce chiffre, je crois que c'est lui qui l'a annoncé sur RTL. Ce qui était assez drôle de voir, c'était que justement, par exemple, sur la gare de
de Montparnasse, on voyait qu'un certain contrôleur qui était en train de faire le calcul, qui regardait, mais en fait il m'en manque 300, va falloir qu'on réclame des arriérés. Donc, mais évidemment en fait c'est normal en fait quelque part, c'est de bonne guerre, c'est-à-dire que on se met en mouvement, on se met en grève, dans la mesure où la direction de l'entreprise ne dispose pas de la capacité de faire tourner l'entreprise, puisque en fait elle a beau être payée bien plus qu'un contrôleur quand on est dirigeant de l'entreprise SNCF, il en demeure pas moins qu'ils sont incapables de faire rouler les trains. Donc qu'est-ce qu'il leur reste? Évidemment, c'est essayer de mener une bataille médiatique, parce que c'est tout ce qu'ils peuvent faire. Nous, contrairement à eux, quand on travaille, on produit quelque chose, et quand on arrête de travailler, ça se voit. Si eux, ils ne viennent pas travailler, ça ne se verra pas. Bien, la direction qui promet une prime de 400 €, j'ai vu, au mois de mars, l'embauche de 1100 personnes, dont 200 contrôleurs, plus des indemnités de résidence pour ceux qui habitent là où le marché immobilier est en tension. C'est ce que propose la direction, si j'ai bien compris. Oui, ça fait partie des discussions en cours, oui. Oui, c'est en cours, les discussions. Vous demandez, vous voulez pas de tout ça? Pas de prime, vous demandez 200 ou 250 € d'augmentation de salaire. L'objet, évidemment, que s'il y a une prime qui tombe, personne ne va la refuser. C'est pas ça le débat. Mais justement. Vous voulez les deux. Mais en fait, à la limite, s'il fallait faire un choix, non, on voudrait plutôt une augmentation pérenne qui compte pour la retraite, qui n'est pas justement volatile. Pas de prime, pas d'indemnité de résidence. Évidemment, 400 € de prime, on va pas mener une bataille pour dire non à la prime. Ce qu'on on dit, c'est que notre combat, c'est justement des augmentations pérennes qui comptent pour la retraite, qui financent notamment les caisses de retraite, puisqu'on n'arrête pas de nous dire que les caisses de retraite sont asséchées, il faut faire travailler plus longtemps. Mais en effet, quand on multiplie la proportion de primes dans le salaire qui ne compte pas pour la retraite, bien évidemment on assèche les caisses de retraite. Donc nous, ce qu'on dit évidemment, c'est que nous on veut des augmentations de salaire qui permettent de vivre à la hauteur de l'augmentation du coût de la vie, qui reconnaissent les qualifications et qui aussi participent au fait qu'on puisse bénéficier des fruits de notre labeur, parce que les profits que la SNCF a générés en 2022, les 2,3 milliards et 2023 pardon, et celles qu'elle va encore générer en 2024, c'est le fruit du travail des cheminots, et ça doit se voir, y compris sur les augmentations de salaire. Et là où je suis d'accord, c'est pas que pour les contrôleurs, et c'est pour ça que nous, en tant que militants CGT, eh bien ça va peut-être vous surprendre, mais nous, ce qu'on dit à tous les cheminots qui nous écoutent, c'est que le mouvement des contrôleurs, il faut prendre exemple dessus, le multiplier dans les semaines à venir. Et l'étendre. L'étendre, après, oui, l'étendre, parce que la question des salaires... Vous appelez à l'extension du mouvement. Oui, et d'ailleurs, le communiqué national de la CGT, justement, je pense, était juste au chemin de fer. Elle disait que c'est la direction qui, en faisant le choix de ne pas satisfaire les revendications de contrôleurs, qui crée elle-même les conditions d'une multiplication des mobilisations à venir. Ça, c'est toujours la même chose que vous dites toujours. C'est toujours la direction qui crée les conditions de la grève. Tout à fait. C'est peut-être. C'est une donnée classique. C'est une donnée. C'est une donnée immuable dans les. Ah oui, on est dans le pavlovien, le manichéen. C'est tout l'un ou tout l'autre. On fait la SNCF. Je suis pas ici pour communiquer pour la SNCF. On est assez critique à son égard. On a bien compris. Vous êtes critique. Mais on sait juste raison. On sait qu'ils ont fait des offres, et là on est dans une attitude. Ah ben non, on veut pas ça, on veut ça. Il faut prendre. On avance par compromis, par négociation, mais on demande, et vous demandez tout ou rien, et c'est une stratégie qui est plus politique d'ailleurs que syndicale, à mon avis. C'est unique à la SNCF, j'ai l'impression, non? Je vous laisse finir. Oui, c'est unique à l'ES. Oui, parce qu'encore une fois, je le disais à l'instant, c'est une entreprise qui a une mission de service public, qui dessert tout le territoire, et dans ces cas-là, on a des obligations, et on ne peut pas galvauder le droit de grève de cette manière-là, en empoisonnant une bonne partie de la population française. Bon, 9h44, vous allez répondre. 9h44, vous êtes sur Sud Radio, à tout de suite. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, la grève à la SNCF, Axel Persson, conducteur de train, secrétaire général CGT cheminot, Trappes, Rambouillet, Michel Kidor, vice-présidente de la FNOT, les usagers des transports, cette grève qui s'annonce ce week-end, qui sera apparemment fort suivie. Très suivi ou pas? Oui, très suivi, oui. Par les contrôleurs? Oui, par les contrôleurs, en particulier ceux qui roulent sur les lignes TGV, mais il ne faut pas oublier que cet appel à la grève, il concerne l'ensemble du personnel de contrôle, y compris vous demandez une extension de la grève. Oui, mais même actuellement, l'appel à la grève, là, pour les contrôleurs, souvent on fait la focale sur les agents qui travaillent sur le TGV, parce que, en effet, on est en période de vacances, mais il n'y a pas que eux, en fait. Il y a aussi, y compris ceux qui sont sur le TER et ceux qui travaillent, par exemple, dans les lignes banlieue d'Île-de-France, par exemple, qui sont aussi appelés à la grève. Qui sont appelés à la grève. Donc, oui, en effet, les taux de grévistes s'annoncent importants. Les intercités aussi? Oui, les intercités, en fait, c'est de l'ensemble des ASCT qui. Enfin, ASCT, ça veut dire agent du train. Les intercités, alors franchement, c'est une pelletée de terre dans la tombe. Donc c'est sur l'ensemble. Une pelletée de terre dans la tombe, dit Michel Kidor. On le mesurera à l'issue de la grève et des choses qui sont obtenues. Mais en tout cas, moi, je pense pas. Je pense qu'au contraire, que pour satisfaire les revendications, qu'on soit cheminot ou pas, on n'aura pas le choix de ça. Plaisir, non? Vous n'avez pas un certain plaisir à faire grève? Non, mais je dis ça comme ça, mais j'ai l'impression quand je parle pas de vous. Non,
pas de vous, je parle de généralement. Ouais. Comme s'il y avait un certain plaisir de montrer sa force, de montrer qu'on est là, non? Alors, il y a deux choses. C'est-à-dire que, bon, la grève, dans la mesure où, bon, après, on n'est pas payé, c'est pas forcément un plaisir plus que ça. Mais en revanche, oui, ce que vous dites, et ça, je vais pas me cacher derrière mon petit doigt, en effet, ce que la grève permet de rappeler. Mais qu'on soit le chemin de fer ou qu'on soit dans une raffinerie ou un enseignant. Oui, mais parce que vous avez un pouvoir de nuisance. Mais tous les travailleurs et travailleuses ont un pouvoir de nuisance s'ils décident de s'arrêter. Pas comme vous. En fait, mais lesquels? Parce que tous les travailleurs, s'ils en prennent conscience, ont le même pouvoir que n'importe quel autre travailleur, qu'on soit dans les ports et docks, qu'on soit dans l'énergie, qu'on soit dans les transports, qu'on soit dans l'enseignement. 4 millions de personnes. Oui, mais il y a même d'autres salariés, s'ils en prenaient conscience. Par exemple, si on travaille dans les ports, par exemple, si on travaille dans les ports, dans les raffineries, dans l'énergie, même les enseignants ou même les ATSEM, dans les crèches, si elles arrêtent de travailler, je dis bien elles parce que c'est en majorité des femmes, si elles arrêtent de travailler, des millions de personnes ne pourront pas, par exemple, aller au travail parce que les enfants se retrouvent pas gardés. Donc elles aussi, si elles en prennent conscience et l'utilisent comme nous on le fait, elles ont le même pouvoir. Donc c'est pour vous dire que le pouvoir des cheminots, il est peut-être parfois un peu plus médiatisé parce que en effet là on est en période de vacances et ça concerne tout le monde, mais en réalité ce pouvoir c'est pas notre monopole. Et à chaque travailleur qui voudrait avoir la même chose que nous et nos mêmes droits, je vous dis rapprochez-vous de la CGT puis on s'organisera avec vous pour avoir la même chose. Alors, mais avec les mêmes méthodes, ça veut dire qu'il faudra faire grève et se battre. Axel Persson, est-il vrai que sur 3 ans, à la SNCF, les hausses de salaire moyennes ont été comprises entre 17 et 21% pour les salariés les plus modestes de la SNCF? Non, je le conteste. Alors, ça veut pas dire qu'il doit pas individuellement... Je parle des plus modestes. Alors, individuellement, il doit bien avoir... Les plus bas, je parle. Alors, individuellement, il doit bien avoir quelques cas, oui, quelqu'un qui a évolué, qui a changé de poste, je sais pas, qui est devenu, je sais pas, un agent de maîtrise, oui, sans doute, ça doit exister. Mais en revanche, non, celui, par exemple, l'agent de manœuvre qui accroche et qui coupe les trains en 3-8, par rapport à 3 ans, nous, on n'a pas pris les chiffres qui ont été annoncés. 17 et 21%. 17 et 20%. Et ça fait souvent l'objet... Vous avez une blague courante autour de la machine à café dans les dépôts à 3h du matin. C'est souvent dire un jour il faudra qu'on fasse grève pour obtenir vraiment ce qu'ils disent qu'on a. Et c'est souvent une blague un peu courante chez nous. C'est dire tiens, on a été augmenté 500 €, on va aller voir les services administratifs pour dire qu'il faut nous faire des arriérés depuis 3 ans. Mais on est habitué à ça. Et encore une fois, à tous les auditeurs, auditrices qui seraient tentés de croire ces chiffres, dites-vous juste que les chiffres qu'ils vous balancent comme ça dans les médias, ce sont les mêmes qui se gargarisent des bons taux de régularité sur les trains banlieue d'Île-de-France. Voyez si ça correspond à votre ressenti et vous verrez que pour les cheminots, c'est exactement la même chose. Le ressenti est une chose et la réalité de la fiche de paie en est une autre. Le ressenti, je voudrais qu'on l'oublie, le ressenti. Le taux de régularité sur les TER les Transiliens en Île-de-France, c'est pas la SNCF, c'est sorti par l'autorité organisatrice qui est l'Île-de-France Mobilité, qui est une émanation de la région, qui est le patron des transports ferroviaires en la matière. Oui, donc on ne peut pas s'amuser à dire les patrons qui se gargarisent des taux de ponctualité sont les mêmes qui. On est dans une réflexion encore une fois manichéenne, plus l'appel habituel à la grève générale. Mais si on est dans cette mythologie-là, moi je me retire du débat. Moi ce sur quoi je focalise, c'est les gens qui régulièrement maintenant vont s'attendre à des problèmes. Au mois de décembre, à Noël, ça a été les employés d'Eurotunnel, la Getlink, bravo pour eux et bravo pour leur victoire d'ailleurs. Entreprises privées d'ailleurs, qui ont participé. On salue leur victoire, oui. Oui, qui ont participé à un mouvement de grève. Oui, c'est pas les plus malheureux, les Eurotunnel. Et donc on est dans une. Ils ont des syndicats forts, ils se sont organisés, donc forcément ils ont gagné. Non, mais on est dans une logique. Vous appelez à la grève générale, etc. Vous êtes dans votre rôle. Point final. Moi, je m'intéresse aux usagers des transports. Je m'intéresse aux familles qui vont être impactées, aux gens qui rentrent chez eux, aux gens qui vont partir en vacances ou qui vont être coincés pour pas rentrer chez eux. Ça, vous en faites litière. Vous n'en avez rien à secouer. Et on fait grève parce que c'est nous les meilleurs, c'est nous les chefs, et d'ailleurs, vous allez voir ce que vous allez voir. Non, on ne raisonne pas comme ça. Je dis que le droit de grève, je m'excuse de me répéter, le droit de grève, il est inscrit dans la Constitution. L'article 6 ajoute dans le cadre des lois qu'il réglemente, ça on oublie toujours de le dire. Ceci dit, il y a aussi dans la Constitution la liberté d'aller et de venir, et qui, elle, n'est pas respectée non plus. Et là, on impacte volontairement. C'est une je dirais, je l'ai dit hier à un de vos collègues de Sud, c'est du mépris du voyageur. Le voyageur, vous vous en moquez. L'important, c'est votre logique de lutte totale, complète, jamais satisfaite, et qui donc va finir par ennuyer des gens, et je dirais, va finir par décrédibiliser le chemin de fer, dans la mesure où il y a beaucoup d'investissements qui sont placés sur orbite maintenant pour le chemin de fer. Notamment, il y a une dizaine de réseaux de RER qui sont planifiés en France. Ça va être énormément d'investissements. Moi, je me mets dans le pot de l'investisseur public, qui soit l'État ou la région, pour subventionner un RER. Si moi, à toutes les vacances de Noël, les vacances de février et au chassé-croisé de juillet-août, j'ai une grève dans les pattes, à quoi ça sert que je me décarcasse pour investir et essayer d'améliorer la vie des gens si celle-là est paralysée? On pousse la population à prendre le train, à juste
raison, d'ailleurs. Oui, sauf que là, on pousse la population à prendre l'avion, le car ou la voiture. Oui, ça c'est vrai, aussi. Après, on pousse, mais après on regarde objectivement, il y a de plus en plus de gens qui prennent le train, point qu'il y ait grève ou pas, il y a de plus en plus de gens qui prennent le train. Et ça, c'est juste les chiffres de la SNCF. Vous réjouissez, j'imagine. Ah, pardon ? Vous réjouissez ? Oui, on se réjouit. C'est pour vous dire qu'en fait, le nombre de grèves, la multiplication des grèves n'a zéro influence sur la fréquentation des trains. Mais je parle bien zéro. Parce qu'au contraire, ça a augmenté. Après, peut-être qu'ils diront, mais ça aurait pu augmenter encore plus. Sûr que quand les trains roulent, on les prend. Oui, mais bien sûr, oui. Oui, ça, c'est vrai. Mais par contre, ce que je voulais dire sur l'histoire des mépris des voyageurs, en fait, par exemple, moi, mes enfants, ils pourront pas prendre le train ce week-end parce qu'ils doivent aller voir avec leur famille en Haute-Savoie ou je sais plus où ils doivent aller. Ils pourront pas prendre le train. Bon ils s'organiseront différemment. Et puis c'est comme ça. En revanche, parce que évidemment on peut raisonner de deux façons. Soit on raisonne de sa façon individuelle. Je n'ai pas eu mon train et donc j'en déduis qu'il faut par exemple réduire le droit de grève. 4 millions d'individualités, c'est rien du tout. Mais on peut raisonner comme ça. Mais de la même façon que quand moi, par exemple, les enseignants de l'école de mes enfants sont en grève et que oui, ça crée des agréments parce qu'on ne pourra pas aller au travail, les choses qui n'ont pas été prévues. Jamais dans ma tête je me dirais il faut restreindre le droit de grève de ceux qui sont en train d'éduquer par exemple mes enfants. Jamais je le dirais, peu importe les désagréments que ça causerait. Et par exemple dans les hôpitaux, si un jour elle venait à décider de se mettre en grève et y compris ne pas respecter les ordres de réquisition, évidemment que dans ma tête jamais je me dirais que ce serait. Alors, il faudrait peut-être il y a des réquisitions à la SNCF, non? Qu'ils essayent. La dernière fois, le dernier qui l'avait essayé. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de réquisition à la SNCF alors qu'il y en a dans les hôpitaux? Oui, il y en a eu aussi, je crois, dans les raffineries. Enfin bon, il y a quelques endroits. Oui, puis il y a des. Mais. Déjà, c'est une raison simple. Déjà parce que c'est pas prévu dans les règlements. Mais ceci dit, les règlements peuvent changer. Mais l'histoire, bien sûr, une fois il y a eu une tentative de réquisition. C'était le général de Gaulle qui avait tenté une réquisition dans la grève de 1963 chez les cheminots. Il avait lancé un ordre de réquisition générale parce que la grève, le travail ne reprenait pas. Mais ce que les cheminots ont fait, c'est qu'ils ont déchiré les ordres de réquisition. Ils ont dit non, on n'y retournera pas. Donc ça, c'est le seul exemple historique où il y a eu une tentative de réquisition des cheminots et qui a échoué en fait en réalité parce que les cheminots ne s'y sont pas pliés. Parce que vous savez, encore une fois, tout ça c'est une question de rapport de force. On peut nous menacer, on peut nous dire on va vous réquisitionner, on va vous mettre en prison, mais in fine, si on refuse l'ordre, c'est nous qui faisons le travail et c'est nous qui détenons le contrôle. C'est à la fois, vous avez raison, un rapport de force, mais aussi un sens des responsabilités. Oui, mais justement, si on parle de ça, c'est que évidemment, en fait, là, on parle justement en effet, pour éviter cette situation, en fait, c'est rare. Mais je citais un PDG d'une entreprise autre, monsieur Jean Castex, qui disait il y a quelques semaines ou quelques jours, il disait dans des entreprises de transport, le climat social a un impact direct sur la qualité du trafic. Oui, et ça en fait, c'est sûr. Et en fait, raison. parce qu'en fait, la raison pour laquelle ces conflits se multiplient depuis ces dernières années, c'est que en fait, le constat qui est fait, c'est qu'il n'y a pas juste cette histoire de profit qui s'accumule. Il n'y a pas que ça. C'est que le constat qui est fait, c'est que malgré ça, on nous allonge nos temps de carrière, on baisse les salaires, on nous a enlevé le statut pour les nouveaux embauchés, et en même temps, on nous dit non, il faut continuer à travailler comme si de rien n'était. Et en fait, ce malaise-là qui s'ancre, en fait, s'il n'est pas traité à la source, si tout ce qui nous a été volé n'est pas redonné à un moment donné, en effet, oui, la colère va continuer à s'exprimer et on n'en sortira pas et on se retrouvera d'ici quelques semaines à avoir le même débat. Oui, c'était mieux avant. Je voudrais quand même rappeler un chiffre. Très vite. Oui. Allez-y. Terminé. Sur un chiffre. La part de marché de la voiture pour les déplacements, c'est entre 85 et 90%. Le chemin de fer, c'est à peine 10%. Donc, c'est pas le moment de décrédibiliser ce moyen de transport. Et ça, je suis désolé, mais nous, notre position de la FNOT, c'est que c'est extrêmement préjudiciable au futur du chemin de fer, et c'est inquiétant. Bien, merci beaucoup. Il est 9h57. Vous êtes sur Sud Radio. Merci. Tout de suite après les infos, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman reçoivent le producteur Samuel Kissou et la pédiatre Edwige Antier. Merci, 9h50. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.